Bonjour à tous et à toutes. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une dernière conférence qui va boucler ce cycle sur la mort. Donc ils sont morts. Et maintenant la question c'est que fait-on avec les morts? Alors évidemment ce qui vient... alors c'est pas une séance de métempsychose que je vais vous proposer, mais enfin c'est une réflexion sur les différents traitements que les morts subissent. Et vous verrez que ça va très au-delà des sépultures, ce qui est évidemment quelque chose que tout le monde a en tête. Mais évidemment, il faut bien il faut bien réaliser que on a eu quand même fortement tendance à projeter dans le passé des pratiques qui sont des pratiques modernes. Et dans le fond, les préhistoriens, déjà dès le début du XXe siècle, ont été très intéressés par cette question des sépultures, en ignorant parfois, volontairement ou involontairement, que dans de nombreuses cultures, il y a d'autres façons de traiter les cadavres que de les enterrer. Avant de vous parler de ces traitements divers et variés, je voudrais aussi insister sur un point, c'est que, évidemment, vous allez voir que c'est surtout dans la préhistoire récente qu'on peut explorer ces questions-là, mais de mon point de vue, il nous manque énormément d'informations, que peut-être nous n'aurons jamais d'ailleurs, sur des périodes très anciennes de l'évolution humaine. Et ce qui m'amène à cette réflexion, c'est qu'en fait, on se rend compte que, pas seulement chez les humains, mais dans d'autres espèces, il y a un intérêt particulier qui est porté au reste d'individus morts. Alors tout le monde a entendu parler du cimetière des éléphants, évidemment. Alors, le cimetière des éléphants, ça n'existe pas, c'est-à-dire il n'y a pas un endroit où les éléphants vont mourir, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a en Afrique des zones où on va trouver une concentration d'ossements d'éléphants. Pourquoi? Simplement parce que les individus qui sont très affaiblis vont avoir tendance à rester près d'un point d'eau, près d'un endroit où ils peuvent survivre le plus longtemps possible. Et je dirais naturellement, on va trouver leurs restes toujours aux mêmes endroits. À cela s'ajoute le fait qu'on peut avoir aussi des morts en masse d'éléphants, alors soit parce qu'ils sont tués par les hommes, évidemment, soit pour des raisons de sécheresse, par exemple. On connaît des exemples. Donc, une fois enterré le cimetière des éléphants, si je peux dire, il n'en reste pas moins quand même que les éléphants ont un intérêt particulier pour les ossements d'éléphants. Et donc, beaucoup de gens ont décrit le fait que sur leur passage, quand les éléphants trouvent des restes d'éléphants, ils ont tendance à s'arrêter, à les regarder, à les manipuler. Et donc ça, évidemment, c'est le genre d'observation qu'il est un peu difficile d'analyser de façon très, très rationnelle. Alors, il y a quand même des gens qui sont livrés à des expériences pour essayer de voir si tout ça avait un fondement sérieux. Et je vous cite ce travail de Combe, Baquet et Moss, qui est un travail où ces chercheurs ont placé intentionnellement devant des troupeaux d'éléphants des restes d'éléphants ou des restes d'autre chose. Et ils ont mesuré de façon très sérieuse, dans le fond, qu'est-ce qui se passait quand les éléphants rencontraient ces ossements. Et c'est absolument évident, quand on regarde les résultats qu'ils ont obtenus, que non seulement les éléphants s'intéressent à ces ossements, mais qu'ils s'intéressent à ces ossements si ce sont des ossements d'éléphants. Et particulièrement, ils s'intéressent à l'ivoire. Évidemment, l'ivoire, c'est quelque chose qui intervient beaucoup dans les interactions entre éléphants vivants. Quand ils se touchent,
avec leur trompe, ils touchent de l'ivoire, connaissent très très bien la sensation du toucher de l'ivoire. Et dans la nature, ce qu'on trouve comme ossements avec de l'ivoire, sont des ossements d'éléphants. Donc on voit très bien que l'ivoire, c'est quelque chose qui attire beaucoup les éléphants. Mais ce que je trouve tout à fait remarquable, c'est que si l'on met sur le chemin de ces éléphants des ossements de rhinocéros, par exemple, eh bien, ils s'intéressent beaucoup moins aux ossements de rhinocéros qu'aux ossements d'éléphants. Donc c'est tout à fait curieux. Alors cela étant dit, ce que cette étude montre aussi, c'est que le fait que ce soit des ossements d'éléphants de leur groupe ou pas ne change pas grand-chose. Donc il y a un intérêt pour ces grands mammifères, de ces grands mammifères pour les ossements de leur espèce. Et l'autre question qui a été beaucoup discutée, c'est la question de l'attitude des grands singes vis-à-vis des morts au sein de leur groupe, puisque ce sont des animaux sociaux, que ce soit les gorilles ou les chimpanzés, donc ils vivent en société. Et la question est, qu'est-ce qui se passe quand il y a un chimpanzé ou un gorille qui meurt? Et là, on a de très nombreuses observations qui montrent encore une fois que quand un individu meurt, eh bien, son cadavre n'est pas simplement abandonné à son sort brutalement par le groupe. On a de très nombreux exemples de femelles chimpanzés ou gorilles qui, lorsqu'un de leurs petits meurt, eh bien, conserve le cadavre de ce petit, parfois pendant assez longtemps, des jours et des jours. La photo que vous avez à gauche, c'est une photo d'une femelle gorille dans un zoo. Bon, on peut dire que c'est un environnement artificiel, mais on connaît ça aussi dans la nature avec des chimpanzés ou avec des gorilles. Et puis surtout, on a des observations qui montrent que quand, et c'est particulièrement vrai pour les chimpanzés, quand un individu meurt, eh bien, il arrive assez souvent que le groupe reste autour du cadavre. Est-ce que je dirais qu'ils le veillent? Ça paraît peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, ils peuvent rester plusieurs heures autour de ce cadavre. Et on connaît des exemples où ces chimpanzés qui entourent ce cadavre vont, par exemple, l'épouiller, le nettoyer, faire des choses parfois qui sont inhabituelles dans leurs interactions avec le même individu lorsqu'il était vivant. Et les photos que vous avez à droite montrent une femelle chimpanzé dont un fils adoptif est mort et qui va prendre un petit bâton pour lui nettoyer les dents alors qu'il est mort. Donc on a cette attitude quand même assez particulière des grands singes, et on a aussi des exemples, alors chez les chimpanzés, je crois aussi chez les gorilles, où les cadavres sont recouverts de feuilles, de branches, avant d'être abandonnés. Je vous raconte tout ça pour vous dire que si des chimpanzés ou des gorilles, qui sont des espèces qui se sont séparées de nos ancêtres il y a un certain nombre de millions d'années, il est, de mon point de vue, assez probable que les hominides, même très anciens, aient eu des comportements de ce genre, voire des comportements plus complexes. Mais malheureusement, je crains qu'on n'en retrouve jamais la trace archéologique, hein, évidemment. Mais enfin, il faut garder ça en tête. Et donc, l'idée que, par exemple, les inhumations volontaires, les sépultures sur quelque chose qui soit comme ça soudainement apparu dans le passé il y a quelques dizaines de milliers d'années ou même quelques centaines de milliers d'années, je pense que c'est une idée fausse. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'étapes, comme d'ailleurs pour beaucoup de comportements entre guillemets humains, qui ont précédé la manifestation dans le registre archéologique de ces comportements. Qu'en est-il des premiers gestes funéraires?
qu'on va pouvoir justement documenter dans le registre archéologique. Je vous ai déjà parlé abondamment, et je pense que vous en entendrez parler souvent, de ce site de Cima de los Huesos, qui est dans la colline de Atapuerca, près de Burgos en Espagne, et donc qui est un site qui se trouve en bas d'une cheminée qui fait une douzaine de mètres de profondeur, et au fond de cette cheminée, sur une pente, on a les ossements de 28 individus qui étaient des individus complets qui ont été jetés là, apparemment, à moins qu'ils ne soient tombés, mais enfin, ça paraît un peu curieux quand même. Et l'assemblage lui-même est assez particulier. Vous vous souvenez qu'un grand nombre de ces individus sont morts de mort violente. Hein, ils avaient des fractures du crâne, certaines très fraîches. Hein. Dans l'assemblage, on ne trouve pas d'ossements d'animaux, très très peu. Enfin, il y en a un petit peu, mais très très peu. Il n'y a pas de matériel archéologique, à une exception près que je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc l'hypothèse qui s'est développée à propos de l'accumulation de ces corps, c'est qu'ils ont été probablement jetés là par d'autres hommes qui les ont jetés là. Alors pourquoi ça, c'est assez difficile à reconstituer, même si on peut imaginer toutes sortes de scénarios. Et un des scénarios, c'est qu'en fait, il s'agit d'une forme de geste funéraire, donc une accumulation d'individus qui sont déposés là intentionnellement, alors probablement par des représentants de leur groupe, à moins que ce ne soit d'un autre groupe humain. Et à cela s'ajoute, enfin, c'est la perplexité qu'on ressent devant cette accumulation tout à fait curieuse, s'ajoute le fait que la composition démographique de ces fossiles d'Atapuerca est quand même très curieuse. À gauche, un tableau qui est tiré d'une étude de Jean-Pierre Boquet-Appel et de Juan Luis Arzuaga, qui a été publiée il y a quelques années. Cette étude montre que là, les âges qui sont représentés sont quand même très biaisés, avec une surreprésentation des jeunes individus, enfin des jeunes adultes, pas des très jeunes individus, mais des jeunes adultes, par rapport à ce qu'on trouve en général dans des sites néandertaliens, puisqu'on parle de néandertaliens anciens. Donc on a essentiellement des jeunes adultes, très peu d'enfants, très peu, je crois, un seul individu qui est assez âgé. Et selon Boquet-Appel, avec qui j'en ai souvent parlé, pour lui, ça représente une population de catastrophe. C'est-à-dire, ce sont des gens... C'est-à-dire, quand il y a une épidémie, une famine, quelque chose de ce genre-là, on en a déjà parlé, sont d'abord les très jeunes et les très vieux qui meurent, et puis à la fin, les survivants, ce sont des jeunes adultes. Et là, c'est la fin de la catastrophe. À la fin, les jeunes adultes meurent aussi. Et voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé du point de vue du comportement qui a amené cette accumulation, mais en tout cas, l'avis de Jean-Pierre Boquet-Appel, c'était que ça ne peut pas être une accrétion, un dépôt au cours d'une longue période d'individus morts au sein d'un groupe qu'on va aller mettre dans cette cheminée. Pourquoi ? Parce que si c'était ce genre de comportement, normalement, on devrait trouver un profil démographique qui est un profil démographique beaucoup plus étendu, avec des individus plus âgés, et puis surtout beaucoup d'individus beaucoup plus jeunes qui là se font défaut. Donc il semble que ce soit quand même des gens qui soient morts dans des circonstances particulières et qui, d'après lui, ont été jetés là probablement en une fois. C'est quand même quelque chose d'assez spécial. Et voilà, on peut peut-être ranger ça déjà dans la catégorie rite funéraire, même si pour l'instant on a très peu
d'éléments pour donner une interprétation absolument certaine de ce comportement. Alors j'en viens maintenant aux inhumations, qui sont évidemment quelque chose qui nous parle à nous, hommes vivants, hommes et femmes vivant en Occident depuis des siècles où on a inhumé des morts, hein, depuis très longtemps, mais encore une fois, je vous rappelle qu'il y a des cultures où on peut les incinérer. D'ailleurs, ça redevient assez en vogue en Occident. On peut les abandonner dans la nature, les faire manger par les vautours, enfin bref, on peut faire des tas de choses. Alors les inhumations, on en a trouvé dans des sites paléolithiques. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que probablement il y avait une sorte de biais dans la recherche de ce comportement-là, puisque c'est un comportement que les gens du début du XXe siècle pratiquaient couramment, en tout cas ceux qui pratiquaient les fouilles. Alors la première fois qu'on a trouvé une sépulture qui a vraiment, si je peux dire, agité la communauté archéologique, c'est en 1908, où on a trouvé dans une petite grotte au sud de Brive, qui s'appelle la Bouffia Bonneval, près du village de La Chapelle-aux-Saints, on a trouvé une fosse creusée dans le substratum de la grotte, à l'intérieur de laquelle il y avait un squelette assez complet d'un homme de Néandertal. On a parlé déjà plusieurs fois de cet homme de La Chapelle-aux-Saints. C'est lui qui a été le premier néandertalien vraiment décrit en grand détail du point de vue anatomique par Marcellin Boule dans un ouvrage qui a fait référence pendant très 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 longtemps sur l'anatomie des néandertaliens. Alors la fouille, elle avait été menée dans cette Bouffia Bonneval par trois frères, qui étaient les frères Boussoni, dont deux étaient des ecclésiastiques du séminaire de Brive, et qui étaient accompagnés d'un ouvrier, en fait, qui s'appelait Louis Barbon, qui était chargé de manipuler la pioche. Hein. Je pense que les autres étaient peut-être moins actifs. Et d'ailleurs, il y a un très beau coup de pioche de Louis Barbon sur le sommet du crâne de l'homme de La Chapelle-aux-Saints. Donc c'est quelqu'un qui a compté dans la discipline. Enfin, blague à part, il a participé de façon vraiment active à cette découverte. Je trouve que c'est intéressant le fait que ces découvreurs aient été des curés, en fait. Hein. Et donc, quand cette découverte a été faite, ce qui a vraiment été, si je peux dire, le clou de la découverte, c'était évidemment le fait d'avoir un squelette complet de Néandertal, c'était important, mais surtout d'avoir ce qu'eux ont interprété comme une sépulture. Hein, donc une inhumation intentionnelle. D'ailleurs, il y a tout un débat sémantique à avoir hein, sur sépulture et puis inhumation, parce que après tout, une inhumation, ça veut juste dire qu'on enterre un cadavre sous terre. Sépulture, c'est une autre dimension. Hein. Sépulture, c'est associé à une notion de rite, voire de croyance dans l'au-delà. Alors on connaissait des inhumations, évidemment, hein, paléolithiques avant cette découverte-là, mais celles qu'on connaissait, c'était des inhumations, des sépultures, qui étaient datées du Paléolithique supérieur. Vous vous souvenez certainement de la découverte de Cro-Magnon, qui avait été d'abord rejeté par Mortillet, puis ensuite qui a été confirmé par la découverte à Lauge-Ribas. Donc tout ça, au début du XXe siècle, avait été déjà digéré, si je peux dire. Mais la découverte ce qu'eux ont interprété comme une sépulture néandertalienne, ça a vraiment été quelque chose.
Et alors, à la suite de ça, il y a eu une série de découvertes qui ont confirmé, si je peux dire, cette pratique par les hommes de Néandertal, avec évidemment toute une discussion sur les capacités cognitives des Néandertaliens, le fait qu'ils aient pu justement croire bah oui, à une vie dans l'au-delà, des comportements rituels à valeur symbolique, etc. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les sépultures ou toutes les inhumations néandertaliennes qu'on connaît, on en connaît quand même un grand nombre, une quarantaine à peu près, alors qui sont plus ou moins, comment dire, bien acceptés, si je peux dire, par la communauté scientifique. Peu de temps après la découverte de la chapelle aux saints, il va y avoir une autre découverte qui va avoir lieu cette fois-ci en Dordogne, c'est pas très loin de la Corrèze, dans un site qui s'appelle La Ferracie. Et La Ferracie, c'est un site qui est fouillé par deux archéologues très importants de cette période, Capitan et Perroni. Et donc, ils y fouillent depuis déjà quelques années, quand en 1909, ils trouvent un premier corps d'homme adulte qui est assez bien conservé. Ces restes sont au musée de l'Homme, vous pouvez aller les voir en vitrine, en tout cas son crâne. Et là encore, c'est un squelette complet, et il est interprété comme une sépulture. Et à la suite de ça, il va y avoir en 1910, 1912, et puis en fait même jusque dans les années 60, des découvertes qui vont s'accumuler à La Ferracie. On a 8, entre guillemets, inhumations à La Ferracie. Alors non seulement Perroni va décrire des inhumations, mais il va aussi décrire tout un tas de structures à La Ferracie. Donc c'est un grand abri sous roche. Il faut ce trait que vous voyez là ici, c'est en fait, il faut imaginer ça comme une sorte de falaise. Et puis au pied de cette falaise, toutes ces dépressions. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça ce sont les individus qui ont été découverts. Et en plus, Buissoni décrit des structures que lui pense être artificielles et même rituelles, des sortes de petits tumulus, des petits monticules. Et puis sur une des sépultures, enfin une des inhumations, il décrit un bloc triangulaire qui aurait été déposé, et ce bloc est creusé de cupules. Donc pour lui, tout ça, c'est quelque chose qui est profondément rituel. Et donc La Ferracie est présentée comme une sorte de nécropole néandertalienne. Je vous ai mis ici un dessin de ce fameux bloc triangulaire, là, dans une vue un petit peu cavalière. Et vous voyez, il y a des sortes de trous. Alors tout ça va quand même être extrêmement critiqué. Il y a plusieurs auteurs qui, dans le fond, vont... alors surtout dans la période récente, disons dans les années 70-80, vont, si je peux dire, démonter un petit peu ces sépultures néandertaliennes. Et évidemment, c'est d'autant plus facile que les fouilles de Louis Capitan et Denis Perroni, je vous ai dit, qui se sont déroulées au début du XXe siècle, sont quand même des fouilles assez, je dirais, expéditives dans leur méthode par rapport à ce qu'on utiliserait aujourd'hui. Là, vous avez des photos du site à l'époque de ces découvertes. Je crois que ça, c'est une photo de Perroni lui-même. Voilà le squelette, le premier squelette de néandertaliens découvert dans le site. Vous voyez, tout ça se fait avec des pelles, des pioches, des paniers où on met les os.
Et donc c'est vrai qu'après coup, comme il n'y a aucun enregistrement vraiment très sérieux de ce qui est observé, il nous reste le petit dessin que je vous ai montré tout à l'heure, avec là il y avait un monticule, là il y avait une pierre triangulaire. Et donc, comment dire, les sépultures, entre guillemets, ou en tout cas les inhumations néandertaliennes, à la fin du XXe siècle, ont fait l'objet de beaucoup de discussions, et il y a des chercheurs qui se sont fait en quelque sorte une spécialité de critiquer, de démonter la nature intentionnelle de ces inhumations. Pourquoi? Parce que, évidemment, pour avoir, je ne parle même pas de sépulture, mais pour avoir une inhumation, eh bien, déjà, il faut prouver qu'il y a une fosse, encore qu'on puisse inhumer un cadavre dans une dépression naturelle, qu'on va recouvrir de terre ou de pierre. Donc, évidemment, dans toutes ces découvertes anciennes dont je vous parle, généralement, les fosses n'ont pas été vraiment documentées, sauf par des petits dessins un petit peu expéditifs. Alors, il y a eu un groupe de chercheurs qui récemment a repris des fouilles à la Chapelle aux Saints pour essayer de retrouver justement cette fosse, et qui, eux, pensent qu'il y avait vraiment une dépression, enfin une fosse dans le substrat de la grotte. Enfin, en tout cas, toutes ces découvertes qui ont lieu essentiellement avant la Seconde Guerre mondiale, dans le fond, elles restent sujets à discussion. Alors, cela étant dit, on va quand même continuer à trouver des restes de néandertaliens relativement complets, jusqu'à des périodes beaucoup plus récentes. Et là, évidemment, les chercheurs vont être beaucoup plus prudents, si je peux dire, et vont documenter leur découverte de façon beaucoup plus, j'allais dire, sérieuse. Alors, il y a un argument qui est souvent utilisé à propos de ces inhumations néandertaliennes, c'est que on a affaire, quand on parle d'inhumation ou de sépulture, on a souvent affaire à des corps, enfin des squelettes, qui sont des squelettes assez complets et souvent en connexion anatomique. Et donc l'argument qui a été utilisé abondamment par les gens qui sont pro-sépulture néandertalienne, c'est de dire, dans un monde peuplé de charognards, de hyènes, de toutes sortes d'animaux, c'est assez improbable qu'un corps qui serait abandonné à son sort à la surface du sol dans une grotte survive en connexion. Or, ce qui est clair, c'est que, disons, chronologiquement, avant la manifestation de ces inhumations néandertaliennes, disons essentiellement, on va dire, au cours des derniers 100 000 ans, les squelettes complets d'hominines sont d'une rareté extraordinaire. En fait, il y en a très très peu. Et quand on lit des squelettes complets, sont presque jamais des squelettes en connexion, ce sont des squelettes partiels qui sont étalés sur une certaine surface. Alors que là, on a vraiment affaire à des individus en connexion anatomique. Alors, de mon point de vue, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute sur le fait que les Néandertaliens ont pratiqué des inhumations. Je vous donne un exemple qui me paraît tout à fait, convaincant. Il s'agit d'un squelette. Alors vous voyez qu'il n'est pas complet, hein. Il lui manque la tête et les jambes. Mais quand même, le reste est extrêmement bien conservé, qui a été découvert en 1983 dans une grotte qui s'appelle Kebara, en Israël. Et donc là, c'est une fouille récente, hein, et on a bien documenté la présence d'une fosse. C'est un individu qui était en position peut-être assise, ou en tout cas en partie redressée. Alors malheureusement, les jambes ont disparu. Alors probablement pour des raisons de dissolution de l'os dans cette partie-là du gisement, mais il avait certainement ses jambes. Alors ce qui est beaucoup plus intriguant, c'est l'absence de crâne.
Alors cette absence de crâne, elle est même d'autant plus intrigante qu'on a quand même une troisième molaire supérieure qui a été découverte au-dessus de la mandibule dans cette inhumation. L'idée que l'on a de l'évolution de ce squelette, c'est un individu qui a été inhumé, je vous l'ai dit, en position en partie redressée, et qu'à un moment donné, plus tard, le crâne a été prélevé. Peut-être qu'il affleurait à une faible profondeur, ou même qu'il affleurait la surface de la grotte, et il a été enlevé par quelqu'un, probablement d'autres néandertaliens, voire des néandertaliens qui descendaient de celui-là. Ce crâne a été enlevé, mais il y a une dent qui est tombée, qui est restée là, et le reste du corps est resté là. Donc quelqu'un est parti avec le crâne. Là, je pense que on est assez sûr d'avoir affaire à une inhumation. Je pense qu'aujourd'hui, le débat sur ces, entre guillemets, sépultures néandertaliennes, il porte moins sur l'existence d'inhumations d'individus que sur la finalité de ces inhumations. Parce que dans le fond, il y a des gens qui disent, ben voilà, les néandertaliens croyaient dans la vie dans l'au-delà, pratiquaient des rites, pratiquaient des sépultures, et puis il y a des gens qui disent, bon, d'accord, on a inhumé des corps, mais maintenant on peut inhumer un corps pour des tas de raisons, sans forcément croire à la vie dans l'au-delà ou à je ne sais quoi, le grand Manitou. Hein. Donc, l'idée de cela, c'est que en fait, ces corps, ils ont été inhumés, par exemple, pour les mettre à l'abri des prédateurs, parce que voilà, il y avait un attachement à ces individus, on n'avait pas envie qu'ils se fassent dévorer, que leurs cadavres se fassent dévorer par les hyènes, donc on les a inhumés. Ça, je pense que c'est assez difficile à trancher, d'autant plus qu'on va le voir dans ces sépultures, dans le fond, ce qui manque, c'est ce qu'on va trouver dans des sépultures plus récentes qui sont associées à des Homo sapiens, ou à des Homo sapiens modernes, enfin récents, ce sont des traces de rituels, justement, comme par exemple des dépôts d'offrandes ou des actions de ce type-là, qui là, clairement trahissent une croyance dans une vie après la mort. Alors de quand datent les plus anciennes sépultures ? Alors les plus anciennes sépultures que l'on connaisse pour l'instant dans le registre archéologique et qui sont des inhumations, ce sont des sépultures qu'on a toutes découvertes au Proche-Orient. Et quand je dis au Proche-Orient, c'est essentiellement en Israël. Il y a une sépulture qui est datée avec beaucoup de difficultés, qui pourrait être la plus ancienne sépulture et qui est une sépulture découverte dans la grotte de Taboun, donc non loin de Haïfa. C'est une grotte gigantesque, hein. Je ne suis pas sûr que la photo donne vraiment une idée de la taille de cette grotte, mais c'est une coupe absolument monstrueuse. Donc il y a des tas de niveaux, essentiellement du paléolithique moyen, un peu du paléolithique inférieur dans cette grotte. Et donc, dans les années 1920-1930, on a une archéologue anglaise qui s'appelle Dorothy Garrod, qui a fouillé ce site et de nombreux autres sites d'ailleurs dans la région, et qui a découvert un squelette. Alors ce squelette, il a été baptisé Taboun C1. Alors 1 parce que c'est le premier individu qui a été découvert, C parce qu'il a été attribué à une couche dans ce paléolithique moyen qu'on appelle la couche C de Taboun. Mais déjà à l'époque de la découverte, Dorothée Garrod n'était pas très sûre que ce squelette qui était dans la couche C n'avait pas été inhumé par des gens qui vivaient plus tard dans la couche C. Donc, au-dessus de la couche C, il y a une couche B. Et donc, vous voyez, déjà, il y a une incertitude sur l'âge du contexte des dépôts. Et évidemment, la solution, ce serait
de faire des datations directes de ce fossile. Alors, il y a eu des datations directes qui ont été faites par ESR, par une série de désintégration de l'uranium en particulier, et je dois dire que les âges obtenus, c'est très variable, on va dire ça poliment, mais en fonction des méthodes obtenues, des méthodes utilisées et des gens qui les ont utilisées, il y a des âges qui sont très très variables. Mais enfin, disons que si cet individu a été inhumé dans la couche C par des gens qui vivaient à l'époque de la couche B, disons qu'il aurait un âge un peu supérieur à 100 000 ans, ce qui, on va le voir, est l'âge d'autres sépultures qu'on connaît dans la région, qui, elles, sont beaucoup mieux datées, beaucoup mieux documentées. Cet individu, Taboun C, il est habituellement présenté comme un néandertal. Donc vous voyez qu'on a peut-être la plus ancienne sépulture, elle est néandertalienne, mais il faut dire aussi que c'est un néandertalien un petit peu atypique dans ses caractères anatomiques, peut-être simplement parce que c'est un néandertalien qui a vécu loin des populations qui ont servi à la description des néandertaliens en Europe occidentale. Mais vous vous souvenez aussi que cette région du monde, c'est une région où il y a constamment des interactions, des allées-venues entre l'Afrique et l'Eurasie, avec déjà des contacts génétiques entre des populations d'origine africaine et puis les néandertaliens. Les plus anciennes qu'on a, c'est peut-être de l'ordre de 300 000 ans, hein, avec l'introgression du chromosome Y et d'ADN mitochondrial d'origine africaine dans le génome de néandertaliens. Et évidemment, on peut être tenté de penser que c'est quand même peut-être pas un hasard qu'on trouve dans cette région-là du monde, à une époque, disons, au début du stade isotopique 5, entre 120 000 et puis 100 000, des sépultures qui soient des sépultures d'Homo sapiens, je vais vous en montrer, et puis cette sépulture de Taboun, avec l'idée que peut-être que c'est une pratique qui est passée d'un groupe à l'autre, qui s'est diffusée, de la même façon d'ailleurs que les techniques de fabrication d'outils en pierre sont quand même assez similaires dans tous ces groupes, qui soient des sapiens ou des néandertals. Alors j'en viens justement à ces sapiens. Alors là, dans cette région-là, on a deux gisements qui ont produit des inhumations tout à fait claires. Et quand je dis des inhumations, je pense qu'on peut parler cette fois-ci de façon assez certaine de sépulture, parce que vous allez voir qu'il y a du matériel qui est associé à ces cadavres qui ont été inhumés. Alors, il y a deux sites qui sont extrêmement célèbres. Il y a un site qui s'appelle Djebel Kavzé, qui se trouve près de Nazareth. Djebel Kavzé, c'est le mont du précipice. Hein. Vous savez, Jésus a failli se faire jeter en bas à un moment. Et donc en bas, il y a une grotte où j'ai eu l'honneur de fouiller quand j'étais étudiant avec Bernard van der Merch et de participer à la découverte d'un certain nombre de ces fossiles tout à fait extraordinaires. Et donc à Kavzé, il y a toute une série d'individus qui ont été trouvés sur l'espèce de parvis de la grotte. Il y en a quasiment un par mètre carré, et à diverses profondeurs, et certains sont extrêmement complets, vraiment, enfin je pense le plus spectaculaire, c'est cet individu-là. Donc c'est une femme qui a été numérotée Kavzé 9, une jeune femme qui a été enterrée avec un enfant à ses pieds, et donc on a apparemment cette fosse dans laquelle deux individus ont été inhumés simultanément. Kavzé, ça a été daté, alors bon, différentes façons, mais disons que la datation qu'on retient généralement, c'est une datation qui est
qui a mis en œuvre des méthodes de thermoluminescence. Vous vous souvenez, les histoires de silex chauffé qui permettent de déterminer l'âge. Et on est à 100 000, autour de 100 000. Peut-être un petit peu moins, 90 000, 100 000. Donc ça, c'est un premier site dans lequel on a ces sépultures. Et puis, il y a un deuxième site. Alors, celui-là qui a été fouillé aussi par Miss Garrod, accompagné d'un archéologue américain qui s'appelait Theodore McCown. Et là, cette toute petite grotte qui s'appelle S-School, ça veut dire la grotte de la chèvre, eh bien, pareil, devant, il y a toute une série d'individus, une dizaine, qui ont été inhumés. Donc ça a été quand même assez bien documenté du temps de la découverte. Et comme à Djebel Kafzeh, ce ne sont pas des Néandertaliens, ce sont des Homo sapiens sortis d'Afrique, peut-être depuis pas très longtemps. Ce qui est intéressant, là, on va revenir sur ce sujet-là à propos de Kafzeh, mais on a dans ces sépultures, on a des objets qui accompagnent ces squelettes. Par exemple, dans la sépulture de School 9, on a un crâne et une mandibule de bovidés. Alors j'ai dit crâne et mandibule, c'est important parce que s'il y a un crâne avec une mandibule, c'est que probablement c'était une tête de bovidé. C'était pas un os, c'était probablement une tête avec de la viande autour. Parce que dans d'autres sépultures, en particulier les sépultures néandertaliennes, souvent on a argumenté qu'il y avait des os particuliers ou des outils particuliers qui étaient trouvés dans ces sépultures. Le problème, c'est que ces sites, enfin quand on fouille un de ces sites, des os et des outils en silex, on en trouve partout. Et donc, ça paraît même difficile de faire une fosse pour mettre un cadavre dedans sans la remblayer avec quelque chose qui va contenir des os et des outils en silex. Donc, ces histoires de dépôts ne peuvent être dans le fond vraiment argumentées que quand on a quelque chose qui est absolument unique, qu'on ne trouve pas ailleurs du tout dans le site. Sur les périodes plus récentes, je vais passer beaucoup plus rapidement, puisque là, bon, c'est du connu, hein. Donc je passe en Europe. Je vous ai déjà parlé de cet homme, cette sépulture de Sungir en Russie, donc on est près de la ville de Vladimir, pas très loin de Moscou, et donc il y a 34 000 ans, on a des inhumations, je vais vous en montrer une autre tout à l'heure, qui sont très spectaculaires. Alors là, l'existence de fosses ne fait absolument aucun doute, et puis ces squelettes, la grande différence avec ce qu'on a vu, notamment avec les Néandertaliens, c'est que là, il y a énormément d'objets qui vont accompagner ces corps. On a souvent dit à propos des inhumations néandertaliennes que c'était des inhumations qui étaient centrées sur le corps. C'est-à-dire, c'était vraiment, on a voulu enterrer le corps, point. Alors que là, on va passer dans un monde où vous allez voir, il y a tout un tas de comportements qui vont très au-delà de ces sépultures qui seraient juste centrées sur un corps. Alors en particulier à Sungir, on a énormément d'objets de parure qui accompagnent le défunt. On pense que la plupart de ces perles qu'on trouve sur le squelette, c'était des choses qui étaient probablement cousues sur un vêtement assez complexe. Au début du Paléolithique supérieur, toujours dans la Fédération de Russie, on a une sépulture qui est très intéressante, qui est une sépulture qui vient du complexe de gisement de Kostenki. Donc là, on est dans le sud de la Russie. Et pourquoi je vous la montre? Parce que cette sépulture de Markina Gora, c'est une sépulture qui, du point de vue de son âge, là on est un peu avant Sungir, on est vers 37 000 à peu près. C'est une sépulture qui, en tout cas du point de vue de son âge, correspond à peu près à ce que
en Europe occidentale, on appelle l'Aurignacien. Alors, est-ce que l'Aurignacien de Kostenki, c'est vraiment de l'Aurignacien comme celui qu'on a chez nous, si je peux dire? Ça, c'est sujet à discussion. Mais en tout cas, c'est à peu près de la même époque. Et alors, cet Aurignacien, c'est la vague de peuplement par des chasseurs-cueilleurs paléolithiques Homo sapiens modernes qui va remplacer les premières petites populations pionnières qui sont arrivées, qu'on trouve à Bachokiro, qu'on trouve à Ranis, qu'on trouve à Zlatikoun, donc des gens qui sont arrivés vers 45 000 ou avant. Et là, cette fois-ci, cette vague de peuplement, si je peux dire, c'est la bonne. C'est elle qui va vraiment marquer la fin des Néandertals en Europe et sont des chasseurs-cueilleurs dont il reste quelque chose dans notre génome, ce qui n'est pas le cas pour les populations qui les ont précédées. Alors c'est d'autant plus remarquable d'avoir cette sépulture datée à peu près de l'Aurignacien dans le sud de la Russie, parce que plus à l'ouest, dans l'Aurignacien, en Europe occidentale, on a beaucoup de sites aurignaciens. Ben, curieusement, on n'a pas de sépulture. Enfin, en tout cas, on n'a pas d'inhumation comme celle-là. On a des restes humains, mais ce sont des restes humains qui sont fragmentaires, voire qui sont, je pense en particulier à des dents, qui ont été bricolées, si je peux dire. Et donc, on imagine que les Aurignaciens, en tout cas en Europe occidentale, peut-être pratiquaient des rites funéraires qui ont fait que on ne trouve pas de squelette complet comme celui de Markinagora, qui reste donc une exception. Tout cela m'amène justement à envisager d'autres formes de traitement du cadavre. Et un des sujets qui a été énormément discuté, c'est celui de la conservation d'une partie du corps. Alors pourquoi est-ce qu'on conserve une partie du corps? On peut la conserver parce que c'est une relique de quelqu'un qui était un membre du groupe, voire un membre de la famille, et qu'on veut le garder. On peut aussi, on connaît de nombreux exemples de ça, conserver une partie du corps d'un ennemi, par exemple, et là, ça prend plutôt l'allure d'un trophée. Le fait qu'on trouve beaucoup plus de crânes que d'autres choses quand on recherche des hominines fossiles, ou du moins quand on les recherchait dans le paléolithique ancien ou le paléolithique moyen, a donné lieu à beaucoup de spéculations au début et au milieu du XXe siècle. Et donc on a envisagé l'existence d'une sorte de culte des crânes, ou en tout cas d'intérêt particulier pour les crânes, qui aurait été donc conservé par les hommes eux-mêmes. Il y a deux exemples qui ont été très souvent cités. Un exemple, c'est celui de la série d'Homo erectus récent de Ngandong, à Java. Donc on est sur le bord de la rivière Solo, et là on a toute une série de crânes, et pratiquement, je crois qu'il y a un os ou deux post-crâniens, mais on n'a que des crânes ou des calottes crâniennes qui sont conservés. Et donc, voilà, on a dit, ces gens-là, ils conservaient, pour une raison ou pour une autre, ils conservaient des crânes. Je dois dire que ça a été, ça s'est pas très bien vendu finalement au final. C'est-à-dire que on a quand même trouvé d'autres explications sur la présence de crânes. Alors à Java en particulier, beaucoup de découvertes, ce n'est pas le cas de Ngandong, mais il y a beaucoup de découvertes qui sont faites par des paysans du coin, qui creusent des canaux au coin de leur champ et qui trouvent des crânes. Et alors évidemment, ils reconnaissent un crâne humain. Il y a beaucoup de moins de chances qu'ils reconnaissent, je sais pas quoi, une vertèbre ou un os iliaque. Et donc un crâne, ils vont le garder et souvent, et en plus il y a parfois une récompense à la clé. Donc il y a beaucoup de crânes dans les collections d'Homo erectus.
Est-ce que c'est parce que les Homo erectus gardaient chez eux des crânes? Ça paraît très incertain. Un autre cas qui a été beaucoup discuté, c'est celui des Néandertaliens, et en particulier, il y a un site pas très loin de Rome, en Italie, dans le Monte Circeo, qui s'appelle Grotta Guattari, et dans cette grotte Guattari, on a trouvé un crâne qui a été décrit comme gisant au milieu d'un cercle de pierre avec la base du crâne évidée. Et donc on a monté tout un scénario, là aussi, de pratiques, alors non seulement rituelles, mais en plus de cannibalisme rituel, c'est-à-dire ça serait un crâne de néandertalien dont on aurait ouvert la base pour consommer le cerveau, et ensuite on l'aurait placé au milieu de ce cercle de pierre, etc. Bon, enfin, le site a été réétudié, le matériel a été réétudié. Le résultat de toutes ces études, c'est que le site de Guattari, c'est essentiellement une tanière de hyène. Et la base du crâne, là, qui est effectivement ouverte, eh ben, sur le bord, il y a les traces de dents de hyène. Donc, il est peu probable que les hyènes aient pratiqué des rituels et placé les crânes au milieu de cercles de pierre. Donc, non, mais je vous raconte ça parce que c'est intéressant de voir, dans le fond, comment on peut prendre ses désirs pour des réalités, finalement, hein, et comment on arrive à créer des scénarios de ce type-là. Alors, quand même, je vais vous dire qu'il y a des exemples beaucoup plus convaincants, sinon de culte, mais en tout cas de conservation ou de modification de crâne. Et d'ailleurs, on va remonter à une époque beaucoup plus lointaine que Grotta Guattari, parce que Grotta Guattari, on est vers 50 000, hein, c'est des Néandertaliens entre guillemets classiques. On va retourner en Afrique et on va remonter à 160 000 ans dans un site éthiopien qui s'appelle Erto. Et ce site, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois dans mes cours, parce que c'est un des sites africains dans lequel on trouve des Homo sapiens très anciens. Ils ont 160 000 ans. Hein. Donc ils sont entre Djebel Irhoud et puis ces hommes du Paléolithique supérieur qui font les belles sépultures que je vous ai montrées tout à l'heure. Et donc dans ce site d'Erto, dans le Middle Awash, on a récolté une série de restes humains. Vous avez sûrement déjà vu une photo de celui-là, qui est le plus complet, le plus célèbre, si je peux dire, c'est Erto 1, mais il y a un Erto 2, 3, 4, 5, il y en a d'autres. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que alors déjà sur Erto 1, il y a, je crois que sur un pariétal, il y a une trace de découpe, hein, mais sur les autres spécimens, en particulier le 2 et le 5, il y a des choses qui sont beaucoup plus spectaculaires. Alors sur le crâne de Erto 5, qui est le crâne d'un jeune enfant, on a là encore des traces de décharnement, des traces de fractures, donc ce sont des choses qui ont été faites par des hommes. Hein. Et alors, en plus de toutes ces traces de raclage, de découpe, on a manifestement enlevé la viande, si je peux dire, qu'il y avait sur ce crâne d'enfant. En plus de ça, le foramen magnum, donc à la base du crâne, a été brisé et surtout, il porte des traces de polissage. Hein. C'est-à-dire qu'après avoir été fracturé, il lui est arrivé quelque chose qui fait que tous ses bords sont polis. Alors, est-ce qu'on l'a mis sur un bâton, un poteau, quelque chose comme ça? En tout cas, il a été utilisé, si je peux dire, de telle façon qu'il y a ce polissage qui s'est produit à la base du crâne. Et donc là, évidemment, ça évoque, pour le coup, des pratiques qu'on connaît dans des populations récentes de constitution de reliques ou de trophées. En particulier chez les Papous de Nouvelle-Guinée, on a de nombreux exemples de crânes comme ça qui sont conservés. Alors je ne suis pas en train de vous dire que les hommes d'Erto
mettaient des plumes sur la tête des crânes qu'ils gardaient, mais en tout cas, ils gardaient des crânes, ils faisaient quelque chose avec ces crânes, et c'est très intéressant parce que là, ça remonte très très loin dans le temps, à 160 000. Et on va trouver d'autres exemples de ces relations particulières avec les crânes ou les têtes humaines. Je vous emmène maintenant au Royaume-Uni, dans le Somerset, et là on fait un bond dans le Magdalénien, c'est-à-dire la fin du Paléolithique supérieur, et dans ce site de Gowf, dans le Somerset, on a toute une série de restes humains qui ont manifestement été découpés. Il y a des traces de boucherie, et on interprète ce site comme un site où une forme de cannibalisme a été pratiquée. Alors on peut discuter pour savoir si c'est un cannibalisme alimentaire ou rituel ou agressif vis-à-vis d'ennemis, mais en tout cas, il est à peu près certain que ces Magdaléniens ont consommé ces individus dont on trouve les restes. Bon, je vous refais pas tous les arguments habituels. On ne trouve pas la trace des dents sur les os, donc on n'a pas la preuve qu'ils ont été mangés. Et puis alors, il y a des tas d'ossements d'animaux qu'on trouve autour, donc ils avaient à manger des animaux, pourquoi ils auraient mangé des hommes? Bon, tous ces arguments-là sont assez... discutable, hein, parce que quand vous avez un os d'animal trouvé à côté d'un os humain, vous ne savez pas si s'est écoulé une semaine entre le dépôt de l'un et de l'autre, ou si c'est écoulé 2 siècles, ce qui, du point de vue de la fin, évidemment, change un petit peu la perspective. Et ce qui est très intéressant dans ce site de Gowf, c'est qu'on a des calottes crâniennes qui ont été travaillées pour être façonnées en forme de coupe de façon assez systématique. Et donc, ça traduit, un certain savoir-faire. Donc, ces gens-là savaient faire, je ne sais pas si vous savez le faire, mais c'est pas évident de fabriquer un bol avec un crâne humain sans le démolir complètement. Et donc, eux savaient faire ça, et donc ils en ont fait plusieurs. Et donc, évidemment, là encore, ça traduit une relation quand même particulière avec ces restes. Pourquoi est-ce qu'on veut garder une coupe fabriquée dans un crâne humain? Bon, je vous laisse imaginer. Et d'ailleurs, cette pratique par les Magdaléniens n'est pas unique. Il y a un autre cas qui est très célèbre, qui sont des coupes pareilles, des coupes faites dans des crânes humains, qui ont été découvertes dans un site de Charente qui s'appelle la grotte du Placard. Et d'ailleurs, cette découverte a été faite il y a très longtemps. L'archéologue qui les a trouvés les a même pas publiés. Hein. Lui était convaincu que c'était des coupes, mais il voulait pas trop en parler. Et c'est Breuil, je crois, qui plus tard, a, si je peux dire, exhumé ces objets en faisant valoir que c'était quand même tout à fait extraordinaire. Alors le bas de Goulien, c'est le tout début du Magdalénien, en fait. Hein. Mais vous voyez, c'est toujours cette même ambiance hein, du dernier maximum glaciaire. Donc on était en Angleterre, là, on est en France. Donc quand même des pratiques assez curieuses vis-à-vis de ces crânes, de ces têtes. Et alors, préparez-vous... Et alors, dans le Mésolithique, alors là c'est pas une coupe ou deux. Là, on a un site en particulier qui est en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, où on a découvert en 1908, un archéologue qui s'appelait Robert Rudolf Schmidt a découvert 2 fosses qui contenaient 38, enfin le nombre exact est discuté, entre 34 et 38, mais enfin quand même pas mal de têtes humaines qui ont été placées dans ces fosses, pas très profondes, dans une grotte, il y en a 2,
Il décrit ça comme, dans sa publication, il parle d'œufs dans un panier. Hein. Il dit elles sont rangées comme des œufs dans un panier. Effectivement, quand on regarde ça au premier coup d'œil, on se demande si ce ne sont pas des œufs un peu cassés, mais non, ce ne sont pas des œufs, ce sont des têtes. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que une partie de ces têtes ont associé au crâne la mandibule et des vertèbres cervicales. Donc on parle de décapitation de têtes fraîches qui ont été assemblées. Bon, ça fait quand même pas mal de décapitations. Et un certain nombre d'entre elles portent le truc habituel, hein, des traces de coups de hache, et donc ont connu des morts assez violentes. C'est vraiment intéressant c'est vraiment un cas d'école, ce site d'Öffnet en Bavière, parce qu'il y a deux paléoanthropologues, un Américain qui s'appelle Freyer, et puis David Freyer, et puis un Allemand qui s'appelle Jörg Orchid, qui ont pratiquement en même temps, à la même époque, étudié ces deux séries et qui sont arrivés à des conclusions assez différentes. Donc pour Freyer, c'est vraiment le résultat d'un massacre. Hein, donc ce sont des gens qui ont été tués. Alors, soit dit en passant, il y a beaucoup de femmes et d'enfants, il y a assez peu d'hommes, hein, c'est beaucoup de femmes et d'enfants. Et puis, voilà, on les a décapités et puis on a placé leurs têtes dans ces fosses. Alors, le fait qu'on place les têtes dans ces fosses, évidemment, c'est symbolique de quelque chose, hein, c'est pas n'importe quoi, mais symbolique de quoi, ça c'est la question. Et alors, Orchid, qui a étudié pratiquement en même temps la série, est arrivé à des conclusions assez différentes. C'est-à-dire que, alors évidemment, lui minimise un petit peu les traces de violence. Il dit oui, c'est vrai, il y en a qui sont morts de mort violente, mais pas tous. Bon, évidemment, le problème, on a déjà parlé, hein, c'est que si vous prenez une flèche et que vous mourrez et qu'on vous décapite, c'est pas évident qu'on va voir ça sur votre crâne. Hein. Donc voilà. Et puis, lui, il prêche plutôt pour une sorte de dépôt rituel. Avec quand même une difficulté, c'est que, je pense, hein, dans l'interprétation d'Orchid, ce sont des individus qui sont qui ont été au cours du temps accumulés dans ces fosses. D'un point de vue pratique, ça paraît quand même un peu bizarre, et je pense que c'est probablement un dépôt qui a été fait en une fois plutôt que pendant X générations. Et d'ailleurs, je pense qu'Orchid lui-même reconnaît qu'il y a effectivement des traces de violence. Mais enfin, même si c'est le résultat d'un massacre, il y a quand même une volonté symbolique de marquer quelque chose en rassemblant toutes ces têtes coupées dans ces fosses. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand même, on a associé à ces têtes coupées. Alors certaines vertèbres cervicales ont des traces de découpe, hein, donc ça on est sûr qu'elles ont été coupées. On trouve un certain nombre d'objets de parure, donc des craches de cerf qui sont des objets de parure qui sont beaucoup utilisés à cette époque, et puis des coquillages. Alors dans le Mésolithique, qui a l'air quand même d'être une période finalement assez violente, on a d'autres exemples comme ça de têtes qui se promènent sans corps. Et un autre exemple, bon, je vais vous en montrer plus que ça, mais un autre exemple qui est beaucoup plus récent dans sa découverte, c'est un site qui a été fouillé en Alsace, hein, ce site d'Oberlach. Et là encore, on a trouvé un crâne qui est accompagné de sa première vertèbre cervicale. Là, c'est pareil, ça paraît quand même assez probable que c'est un crâne, enfin c'est une tête qui a été séparée du corps. Il s'agit d'un homme, hein, là cette fois-ci, un adulte,
Le crâne porte un certain nombre de lésions, en particulier une fracture importante vers l'arrière gauche du crâne. Et surtout, sur ce crâne, on trouve là encore des traces de découpe, surtout dans la région crânio-faciale, sur la mandibule qui est associée, on a aussi des traces de découpe. Et on a aussi des traces d'exposition au feu, donc on l'a fait cuire, et il a, en particulier les dents sont un petit peu, elles ont, vous voyez, elles ont éclaté un peu, et on pense que c'est sous l'effet du feu, sous l'effet de la chaleur. Donc c'est donc une tête fraîche, si je peux dire, qui a été coupée, qui a été ensuite exposée au feu, et qu'on a ensuite décharnée, avant d'être abandonné, déposé dans cette grotte. Alors, on a parlé à propos de cette découverte. Enfin, ça rappelle quand même un petit peu Hoffnet, sauf que là, il n'y a qu'un seul individu, mais on a l'impression que c'est un petit peu le même genre de traitement. Et alors, dans ce cas de ce site alsacien, on a parlé à nouveau de cannibalisme. Alors évidemment, on n'a pas le corps, hein, donc l'idée c'est voilà, peut-être que le corps a été consommé et qu'on a gardé la tête dans le site. Alors pour terminer, je voudrais vous parler de deux sujets qui sont intéressants du point de vue de la conception que l'on a de la mort et de ce qui se passe après la mort. Et c'est d'abord le sujet des objets qui sont déposés dans les tombes. Alors ces objets qui sont déposés dans les tombes, évidemment, pourquoi est-ce qu'on dépose un objet dans la tombe de quelqu'un? Bon, ça peut être un signe d'affection, ça peut être un objet qui, dans le fond, a accompagné le vivant au cours de sa vie et qui reste avec lui dans la mort. Et puis ensuite, ça peut être des objets qui ont une fonction d'accompagnement, parce que, dans le fond, on pense que, voilà, après la mort, le mort va avoir besoin de quelque chose qu'on va mettre dans sa sépulture. Ça peut être de la nourriture, ça peut être un outil, une arme, enfin tout ce qu'on veut de ce genre-là. L'exemple le plus ancien qui a été... Alors, je ne vous dis pas que c'est une offrande, je dis que c'est un exemple de quelque chose qui a été évoqué. Donc tout ça, c'est avec beaucoup de points d'interrogation. Eh bien, c'est à nouveau dans ce site de Cima de los Huesos où on a ces 28 cadavres de jeunes adultes néandertaliens qui ont été jetés. Et tout à l'heure, je vous ai dit, c'est très curieux parce qu'il n'y a pas de faune et il n'y a pas d'outils. Donc ce n'est pas un site archéologique, c'est juste des ossements humains qui sont accumulés dans ce dépôt. Ce n'est pas vrai. En fait, il y a un outil qui a été trouvé, un seul. C'est ce biface qui a été trouvé. Et alors, ce biface, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est un très beau biface. Voilà. C'est un biface qui est fait dans une matière première qui n'est pas courante du tout. C'est un objet un peu exceptionnel. Vous voyez, il a une belle couleur rouge en plus. Et c'est le seul objet fabriqué qu'on trouve associé à ces 28 corps. Et donc, on se demande un peu ce qu'il fait là. Si c'était juste un éclat de silex ou de quartzite, on ne se poserait pas de questions, mais là, c'est vraiment un objet très très particulier. Et donc, mes collègues espagnols qui ont étudié ce site, qui travaillent toujours sur ce matériel, ont lancé l'hypothèse que c'était un dépôt intentionnel qui avait été... un objet qui avait accompagné, dans le fond, ces 28 corps de jeunes néandertaliens qui avaient été jetés dans cette fosse. Alors, c'est assez troublant, je ne vous dis pas que c'est la réalité, mais ça mérite qu'on y réfléchisse. C'est quand même quelque chose de tout à fait particulier. Alors, d'une façon générale, je vous ai dit, les objets découverts dans des inhumations néandertaliennes qu'on a parfois vendus comme des offrandes, ça peut être un os avec des traces de découpe, ça peut être un silex, quelque chose comme ça,
en général, ça tient pas très bien la route. C'est assez souvent, ça a été assez facile à, comment dire, à mettre en cause. Il y a une histoire qui a duré très très longtemps, c'est l'histoire des Néandertals du gisement de Shanidar. Vous vous souvenez, Shanidar, c'est en Irak, et on a dans ce site toute une série de Néandertaliens qui ont été découverts. Vous vous souvenez, le Néandertalien manchot, sourd d'une oreille, etc. Et aussi celui qui avait pris entre les côtes un projectile qui lui a probablement coûté la vie, Shanidar 4. Et ce Shanidar 4, c'est un des derniers Néandertaliens du site, un des plus récents. Et donc, Shanidar 4, il a été découvert par ce monsieur qui s'appelle Ralph Solecki, qui est l'archéologue américain qui a fouillé Shanidar essentiellement dans les années 60. Et il était accompagné d'une équipe. Dans cette équipe, il y a une spécialiste de palynologie, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie les pollens, qui était Arlette Leroy-Gourhan. Arlette Leroy-Gourhan, c'était l'épouse de Leroy-Gourhan, le Leroy-Gourhan. Et lorsque Arlette Leroy-Gourhan a étudié les sédiments de la grotte de Shanidar, elle a trouvé autour de ce squelette de Shanidar 4, qui avait pris donc un projectile dans la cage thoracique, elle a trouvé des pollens en assez grande abondance de plusieurs types de fleurs. Et donc, ce qui a germé dans l'esprit des gens qui étudiaient le site, c'est que, en fait, alors déjà, ils étaient convaincus qu'ils avaient affaire à des sépultures, mais qu'on avait des sépultures, en particulier Shanidar 4, dans lesquelles on avait déposé des fleurs en même temps que les corps. Alors là, les fleurs dans la sépulture, c'est quelque chose qui nous parle, ça c'est sûr. Hein. On sait ce que ça veut dire pour nous. Mais donc là, l'idée, c'était que les Néandertaliens avaient fait exactement pareil. C'est un truc extraordinaire. Hein. Et d'ailleurs, Solecki a écrit un livre, je crois, qui s'appelle Le premier peuple des fleurs, où il décrit ses fouilles à Shanidar, ses découvertes, et donc il expose cette idée à propos des fleurs. Et je dois dire, je suis sûr que si vous allez sur Internet et que vous mettez Shanidar fleurs, vous allez trouver 50 références d'articles, de papiers, de documentaires, de reportages, de vidéos de toutes sortes qui racontent cette histoire. Récemment, alors l'Irak, ça a été assez compliqué de faire de l'archéologie en Irak pendant assez longtemps, surtout à Shanidar, parce que c'est au Kurdistan irakien, et donc il se passait quand même pas mal de choses, c'était pas très loin de chez Daesh, et donc les travaux à Shanidar ont été interrompus pendant de nombreuses années. Mais récemment, j'ai un collègue britannique de l'université de Cambridge qui s'appelle Graham Barker, qui a repris les fouilles à Shanidar et, soit dit en passant, en trouvant de nouveaux néandertaliens. Et donc, l'équipe a repris toute cette question des pollens, des sédiments, etc. Et donc, il y a un article très intéressant, signé par un groupe dont le premier auteur est Hunt, qui a détaillé exactement quel type de pollen on trouvait dans les sédiments. Et donc, il y a quand même soulevé un certain nombre de problèmes à propos du scénario dépôt de fleurs au cours de rites funéraires. Alors, d'abord, on s'est rendu compte que la fleur qui était la plus abondante, c'est celle-là, hein, Centaurea solstitialis, et ça ressemble à ça. Hein. Donc, l'idée qu'on couche sur un lit d'épines quelqu'un à qui on tient beaucoup, c'est quand même assez bizarre comme idée. Parce que vous voyez, la Centaurea solstitialis,
Quand elle est fraîche, elle est comme ça. Quand elle est sèche, c'est pire. Et donc, déjà, ça paraît assez curieux comme comportement. Et puis surtout, ils se sont rendus compte que dans le site de Shanidar, dans les coupes, dans les profils de la fouille archéologique, on trouvait des tas de petits trous, et que ces petits trous, c'était des terriers d'abeilles souterraines qui construisent leur nid sous terre et qui amènent du pollen, c'est des abeilles. Hein. Et donc, alors c'est intéressant parce que cette idée que ce sont des animaux qui ont amené le pollen, ça avait déjà été évoqué à propos de rongeurs, des mériones, qui à certaines périodes de l'année pouvaient aussi avoir accumulé ces fleurs. Et d'ailleurs, dans le site de Shanidar, il y a aussi des terriers de rongeurs. Mais là, ce qui ressort de cette étude, c'est que très probablement, l'accumulation des pollens dans certains coins de la grotte, eh ben, ce ne sont pas les Néandertaliens, ce sont les abeilles. Mais vous voyez quand même que cette histoire de Néandertal qui font des enterrements avec les fleurs, etc., a quand même eu un succès qui a duré 2 générations à peu près. Hein. Donc il a fallu, parce que là le travail de Hunt, vous voyez, ça a été publié en 2023, c'est il n'y a pas longtemps. Hein. Alors quand même, on a des dépôts qui sont tout à fait remarquables dès le Paléolithique moyen. Je vous montre quelque chose que je vous ai déjà montré, qui est une des sépultures de School, où on a un enfant, Kavzé 11, qui a été enterré avec posé sur sa poitrine un massacre de daims, hein, des ramures de daims, qui sont les plus grandes qu'on ait jamais trouvées. Alors il y a des bouts de daims dans le gisement, mais les ramures de daims les plus grandes, les plus belles qu'on connaisse dans le site de Kavzé, eh ben elles sont là, hein, elles sont sur la poitrine de cet enfant. C'est peu probable que ça soit juste par accident qu'il se soit retrouvé avec cette ramure de daim dans sa fosse. Et donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a à School, hein, la grotte de la Chèvre, où on a aussi quand même, alors on a des coquillages perforés, on a il y a cette tête de bovidé, il y a des choses qui semblent avoir été mises dans ces fosses. Donc, vous voyez que c'est peut-être une différence quand même entre ce qu'on observe chez les Néandertals du Paléolithique moyen. Là, on a de façon ancienne, il y a 100 000 ans, déjà des dépôts d'offrandes. Alors pourquoi c'est important? Encore une fois, parce que si vous mettez des objets avec un mort, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose après, d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça. Alors en Afrique, on a des choses qui sont pas aussi anciennes qu'en Israël, mais on a dans un site d'Afrique du Sud qui s'appelle Border Cave, qui est pas très loin de la mer, on a un coquillage perforé intentionnellement et probablement aussi coloré avec de l'ocre, en tout cas quelque chose qui contient de l'oxyde de fer, du phosphore, enfin une sorte de pigment naturel. Donc, ce gastéropode qu'on appelle un conus, il a été perforé. Alors là, c'est pas les paléolithiques hein, qui l'ont perforé, c'est des gens qui ont analysé le coquillage. Un prélèvement quand même assez brutal. Hein. La perforation qui date du Middle Stone Age, c'est celle-là. Et donc, on a dans ce site une toute petite fosse avec le corps d'un enfant très très jeune qui est mort entre 4 et 6 mois, c'est vraiment un bébé, et on a ce coquillage qu'on interprète comme un espèce d'ornement personnel, hein, c'est perforé, il y a des traces d'usure, donc ça a été porté, qui a accompagné cet enfant. Et donc là, on est à 74 000, donc on est quand même très loin avant le Paléolithique supérieur en Europe, où on va trouver en abondance ce genre de comportement. Cette question du mobilier qu'on trouve dans les sépultures m'amène à aborder rapidement un autre sujet,
qui est celui du statut des individus qu'on trouve dans ces sépultures, parce que en archéologie, pour les périodes récentes, le néolithique, la protohistoire, l'Antiquité, on utilise énormément ces dépôts d'objets pour identifier le sexe, l'âge, voire le statut social des individus. Typiquement, dans le néolithique, au début du néolithique, je vous ai parlé de ce courant danubien, le néolithique rubanais, qui vient des Balkans et qui arrive en Europe. Au début du néolithique, on a des sépultures qui sont des sépultures assez simples. On a enterré des gens. Alors il y a des objets parfois avec eux, suivant que ce sont des hommes, des femmes qui sont plus ou moins jeunes ou plus ou moins âgés. Il va y avoir des petites variations, mais enfin il n'y a pas une différence énorme de richesse, si je peux dire, du mobilier. Et puis, vers la fin du néolithique, les choses vont changer progressivement. Alors on trouve dans la fin du néolithique, et ça continue dans le début de l'âge du bronze, on trouve des structures mégalithiques, comme cette allée couverte de la chaussée Tirancourt, qui est dans la Somme, je crois, qui sont des constructions à l'intérieur desquelles on a accumulé des centaines d'individus. Donc la chaussée Tirancourt, c'est un site qui a été utilisé apparemment pendant au moins 1 millier d'années, où une communauté qui vivait pas très loin a, au fil des générations, accumulé ces défunts à l'intérieur de cette structure. Alors souvent, d'ailleurs, enfin, on a étudié beaucoup de ces allées couvertes. Vous voyez, il y a des espèces de compartiments. Maintenant qu'on fait de la paléogénétique, on voit que dans certaines de ces allées couvertes, on a rangé les corps en fonction de leur parenté, donc il y a une espèce de caveau de famille, si vous voulez. Là, la chaussée Tirancourt, je crois qu'il y a des rangements en fonction de l'âge, il y a les enfants dans un coin, enfin, vous voyez, c'est quelque chose d'assez organisé. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que tous ces défunts, ils sont égaux dans la mort, si je peux dire. Donc il n'y a aucune stratification sociale qui soit apparente dans ce type de monument funéraire. Mais, encore une fois, ça, c'est très différent de ce qu'on va trouver dans d'autres situations à la fin du néolithique, et je vous donne un exemple, mais il y en a de très nombreux. C'est un tumulus qui se trouve près de Carnac en Bretagne, donc dans le Morbihan. Si vous allez par là-bas en vacances, je vous recommande vivement d'aller visiter cet endroit et surtout d'aller visiter le musée de Carnac. Donc c'est un tumulus qui fait 125 mètres de long. Je ne sais pas si vous visualisez ça, mais c'est quelque chose d'assez énorme. C'est 35 000 mètres cubes de terre et de pierre. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été fait très vite par un petit nombre de gens. Ça a demandé le déploiement d'efforts considérables. Et là-dedans, il y a une petite chambre funéraire dans laquelle il y avait un ou quelques individus. Donc c'est très très différent de ce que je vous ai montré à la chaussée Tirancourt. Et ces individus, manifestement, ce n'était pas le commun des mortels, des gens qui habitaient le Morbihan à l'époque, parce qu'ils sont accompagnés d'objets tout à fait prestigieux, des bijoux en roche verte qui étaient importés du nord de l'Espagne. On a des haches polies qui sont faites en jadéite, qui étaient importés des Alpes. Donc, vous voyez, des objets extrêmement précieux. Et donc ça traduit évidemment l'existence d'une société avec une stratification sociale très très importante. Quand le métal va apparaître, l'or, alors là, ça va être pire, si je peux dire. C'est-à-dire, vous allez voir, on va avoir des tombes avec des statuts sociaux complètement différents qui s'expriment dans le mobilier associé. Et donc la question, je vous montre ces exemples néolithiques pour poser la question de savoir, est-ce que dans les temps paléolithiques, on n'a pas quelque chose comme ça? Et je pense qu'on a quelque chose comme ça, parce qu'on a un certain nombre de sépultures dans le paléolithique supérieur
où il y a des différences énormes dans le mobilier funéraire qui est associé aux défunts. Alors ça, c'est un exemple qui vient de Dordogne, un abri qui s'appelle l'abri de la Madeleine. Vous savez, c'est le site éponyme du Magdalénien. Et donc, dans ce site, on a découvert une sépulture d'enfant, qui est un enfant alors qui avait entre 2 et 4 ans, un très jeune enfant. Et cet enfant, il est couvert... Alors, on a ce dessin qui est de Capitan et Perroni des années 20. C'est tout ce qu'on a de la découverte, si vous voulez. Mais ils ont dessiné les endroits où ils avaient trouvé ces centaines de coquillages. Et donc, on a plusieurs espèces de coquillages qui peuvent être soit des coquillages fossiles, soit des coquillages qui viennent de la côte atlantique, soit des coquillages qui viennent de la Méditerranée. Bon, on n'est pas trop sûr de leur provenance, mais ce qu'on sait, c'est que pour fabriquer ces parures en sciant des coquillages et puis en les associant, il faut des centaines d'heures de travail. Et donc, comme il s'agit d'un enfant, d'un bébé qui a entre 2 et 4 ans, on a du mal à imaginer que cet individu-là, il est représenté pour le groupe quelque chose de tout à fait particulier du temps de sa vie. Donc c'est pas la sépulture d'un chef, c'est pas la sépulture d'un individu particulièrement remarquable. Et donc une des interprétations, c'est que ce jeune individu, il appartient à une lignée qui est remarquable, il appartient à une famille. Et donc ça peut mobiliser des centaines d'heures de travail pour produire tous ces objets d'accompagnement pour un tout petit bébé qui vient de mourir. Et on a plusieurs exemples comme ça dans le Paléolithique supérieur. D'ailleurs, pas très loin de cette sépulture, dans un autre gisement, on a une sépulture un peu de la même époque. Alors, on a comment dire, daté ça au début de la fin du Magdalénien. Maintenant, on a une datation au radiocarbone qui montre que c'est plutôt l'asilien, donc c'est la culture qui vient juste après dans la région. Mais on a une autre sépulture dans le coin, pas très loin en Dordogne, aussi d'un enfant, où il y a pratiquement rien dans la sépulture, à part le corps de l'enfant. Donc ça, de mon point de vue, ça montre que on a en tout cas, là, à cet endroit-là, à cette période-là, une société relativement inégalitaire. On avait peut-être déjà eu l'occasion d'en parler, mais disons que c'est quelque chose qui peut exister dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs, même si ce n'est pas la situation la plus courante. Et puis pour en finir avec les objets qui accompagnent les défunts dans leur sépulture, eh bien, il y a ce qu'on appelle des morts d'accompagnement. Et les morts d'accompagnement, c'est quoi? Eh bien, ce sont d'autres individus qui sont placés dans la tombe en même temps que le défunt. Alors, on connaît ça très très bien sur le plan historique. Dans l'Antiquité, il y a énormément d'exemples chez les Égyptiens, chez les Chinois, voilà, des épouses ou des concubines qu'on enterre avec le roi, des serviteurs, des soldats qu'on sacrifie pour accompagner le défunt. On en a de nombreux exemples. Et la question qui a été posée par certains, c'est est-ce qu'on n'a pas des exemples de morts d'accompagnement chez des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique? Alors pourquoi on en est venu à évoquer cette possibilité? Eh bien parce que dans le Paléolithique supérieur, en tout cas dans certains technocomplexes du Paléolithique supérieur, en particulier le gravétien et l'épigravétien, il y a un collègue italien qui s'appelle Formicola, mais il y en a d'autres qui ont fait remarquer ça, il y a beaucoup de sépultures multiples. Alors ces sépultures multiples, c'est un peu compliqué à expliquer, parce que pourquoi est-ce qu'on va avoir plusieurs individus placés dans une tombe? En gros, soit
ils sont morts ensemble et on les a mis ensemble, soit sont des morts qui se sont échelonnés dans le temps et qu'on a placés dans la même sépulture. Il y a un certain nombre de cas où c'est quand même assez difficile d'imaginer que ce soit des morts qui étaient placés successivement dans la sépulture. Pourquoi? Parce que si vous voulez placer un nouveau mort dans une sépulture, vous dérangez la sépulture. Or là, on a des exemples d'individus qui sont parfaitement en connexion anatomique, sans aucun dérangement. Ça, c'est un exemple que j'ai pris à Barma Grande, donc on est sur la Riviera, juste après la frontière italienne, et on a donc au Gravétien un homme adulte qui a été enseveli avec deux adolescentes, deux jeunes filles, qui ont l'une 12-13 ans et l'autre 14-15 ans. Et vous voyez qu'ils sont... alors lui, il est allongé là sur le dos, et ces deux jeunes filles sont couchées sur le côté, à côté de lui. On peut imaginer, évidemment, qu'ils soient morts simultanément en raison d'un accident, d'une épidémie, de quelque chose comme ça. Le problème, c'est qu'on en a beaucoup de ces sépultures doubles ou triples. On en a, je dirais, un peu trop dans ces périodes-là. Et un certain nombre de ces sépultures sont des sépultures qui comportent des individus qui sont des individus handicapés. Et là aussi, c'est très troublant parce que, en gros, on pense que ces individus handicapés avaient peut-être un statut particulier dans ces sociétés-là. Je vous ai parlé abondamment du site de Sungir en Russie avec cet homme, cet adulte dans la force de l'âge qui s'est fait tuer par un projectile qui s'est planté dans ses vertèbres. Dans le même site, on a une sépulture double, deux enfants qui ont été enterrés simultanément, tête bêche, l'un dans le prolongement de l'autre, et leur corps est couvert par plus de 10 000 perles en ivoire, des canines de renard polaire en quantité, des lances fabriquées en ivoire de mammouth, une débauche de mobilier funéraire qui a représenté une quantité de travail absolument extraordinaire pour les produire. Et donc, voilà, la question qui se pose, c'est est-ce que tout ça est pas quelque chose qui pourrait être justement la mort d'un individu qui appartient à un lignage particulier et qui est accompagné dans la mort par ou un individu qui a un statut particulier. Et là, en l'occurrence, le garçon, il a une malformation au niveau des jambes. Donc chez ces chasseurs-cueilleurs qui étaient des gens qui bougeaient énormément dans leur vie quotidienne, ça devait être quelque chose de très particulier d'avoir quelqu'un qui ne pouvait pas se déplacer normalement, qui est accompagné par un individu plus jeune. Donc c'est un des exemples qu'on interprète comme peut-être des morts d'accompagnement. Je vous montre encore deux exemples. Ça, c'est une sépulture triple qui vient du site de Pavlov. Non, c'est du site de Dolní Věstonice, excusez-moi. Et donc à Dolní Věstonice, on a deux individus qui sont des jeunes adultes dans la force de l'âge, et entre les deux, on a un individu mal formé au niveau des hanches, au niveau des jambes. On a longtemps cru que c'était une femme, une jeune femme, mais il y a eu une étude paléogénétique récente qui a montré que c'était un homme. Et donc on a cet individu qui est allongé sur le dos, et à côté on a, j'allais dire, jeté sur le ventre un jeune adulte, et puis il y a un autre jeune adulte qui est couché à son côté avec une main tendue vers lui. Et donc là encore, c'est quelque chose d'assez curieux. Il y a un des deux individus qui est lié au point de vue parenté avec cet individu handicapé. Ça doit être quelque chose comme probablement un frère, parce qu'ils partagent le même ADN mitochondrial. Donc c'est quelque chose de très particulier. Et je vous remontre encore l'exemple du nain épigravétien de Riparo del Romito. Pareil,
il est couché contre une femme qui le tient, si je peux dire, dans la mort, et ils ont été enterrés simultanément. Donc tout ça laisse à penser que peut-être on a eu dans le Paléolithique supérieur, en Europe, dans le Gravétien, l'épigravétien, des morts d'accompagnement. Et alors, dernier exemple de mort d'accompagnement. Alors là, il ne s'agit pas d'êtres humains, mais il s'agit d'animaux. Et on a, dans un certain nombre de tombes récentes, des animaux qu'on appelle des animaux psychopompes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais psychopompe, ça veut dire qui accompagne le mort. Hein. Donc, c'est... Je me souviens avoir vu au musée de Halle en Allemagne, il y a une sépulture qui est présentée, qui est quelque chose d'absolument magnifique. C'est une sépulture de l'âge du fer, hein, c'est assez récent, mais c'est un squelette de cheval en connexion, très très bien conservé, de jeune cheval. Et quand on s'approche de ce squelette de cheval, on voit que contre son encolure, il y a un minuscule squelette de bébé humain. Et donc, on a cette sépulture énorme, gigantesque, elle a été faite pour ce bébé humain, et on a sacrifié un cheval pour l'accompagner dans la mort. Et on a en particulier, dans des sépultures de façon très ancienne, des chiens. Alors il y a toutes sortes d'animaux qui ont été utilisés à cette fin psychopompe, mais un de ceux qui est absolument le plus courant, c'est le chien. Et vous savez, c'est Anubis qui accompagne l'âme des morts vers leur jugement. Et le chien, c'est celui qui guide l'homme durant la nuit de la mort, après avoir été son compagnon pendant la vie. Et donc on a beaucoup de sépultures où il y a des chiens. Alors on peut imaginer que ce chien soit mort de chagrin quand leur maître a disparu, mais c'est assez improbable parce que c'est assez systématique et c'est quelque chose d'assez ancien. On pense que le chien a été domestiqué à la veille du dernier maximum glaciaire, donc vous voyez, on part assez loin dans le temps, hein, peut-être aux alentours de 30 000. Mais à l'époque, on a beaucoup de mal à identifier ces premiers chiens domestiques, parce qu'ils ressemblent beaucoup à des loups, donc les chercheurs se chamaillent pour savoir si c'est vraiment des chiens ou des loups. Soit dit en passant, dans le Gravétien, toujours ces sites, vous savez, où je vous ai montré cette sépulture double en Moravie, là, en République tchèque, on a un crâne de loup qui est mort d'une affection osseuse de la région auditive. Et alors, c'est un crâne de loup. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il est accompagné de coquillages, de restes d'ocre, et on se demande s'il n'a pas été inhumé, en fait. Enfin, toujours est-il qu'on commence à trouver des chiens domestiques qu'on arrive facilement à identifier, et les premiers chiens domestiques qu'on trouve à la fin du Paléolithique supérieur, je pense à un site qui s'appelle Oberkassel en Allemagne, et puis aussi qu'on va trouver au Proche-Orient, chez les derniers chasseurs-cueilleurs qui font la transition vers la révolution néolithique, eh bien, ces chiens domestiques, on les trouve systématiquement dans des tombes, et ils sont manifestement là comme des accompagnants du défunt. Voilà, je vais en arrêter là. Pour terminer, je vous laisse avec cette sépulture double de Théviec, un îlot du Morbihan, où on a deux jeunes femmes, toutes deux mortes de mort violente, qui ont été inhumées, assises, l'une à côté de l'autre, avec cette coiffure de ramures de cerf, et au-dessus d'elles, ce magnifique ciel étoilé. Dans de nombreuses cultures modernes, la Voie lactée, c'est le chemin qui est suivi par les âmes des morts pour passer dans l'au-delà et pour devenir des étoiles. Et donc, pour beaucoup d'êtres humains, dans beaucoup de cultures, la mort, c'est un voyage, c'est une transition
vers quelque chose d'autre. Et c'est un sujet, en le préparant, qui m'a paru tellement riche que je me suis dit que en juin prochain, donc le 4 juin, pour mon colloque annuel, j'inviterai un certain nombre de gens pour explorer des thématiques qu'on a discutées aujourd'hui, le cannibalisme, les traitements des défunts, les croyances. Et j'aimerais beaucoup, et j'ai pratiquement un accord déjà, inviter un ou deux chercheurs qui essaient, à partir des mythes encore présents dans des populations actuelles, de recréer les mythes qui pouvaient exister chez nos ancêtres il y a très longtemps, depuis leur sortie d'Afrique, et qui s'expriment dans un certain nombre de récits qui ont comment dire, survécu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, devant ce ciel étoilé, je vous dis donc à l'année prochaine, et j'espère vous retrouver.